Je sais pas quoi décrire de plus dans une guerre. C'est comme ce que tu vois à la télé, des gens, des cadavres, des bombes, des balles, des obus. C'est pas facile pour un enfant. Nordin, alias Niro, le rappeur, c'est un mec, je parle souvent avec lui au téléphone. Et c'est l'un des seuls mecs qui m'a toujours dit, frérot, t'as du talent. Des fouilles. La famille, elle a rien demandé, ils viennent au parloir, on les fouille. Tous ces trucs-là, je me suis dit, non. Ma mère, elle n'a pas fait 8000 km. Elle nous a pas sauvés de la guerre pour qu'en fait, je nique tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a construit. Dumar, mon ref, c'est comment? Ouais, ça va, hein, grâce à Dieu, on est là, frérot, on se maintient. Ça se passe? Ouais, cool. ça va tranquille. Cool. Bon, là, on est où aujourd'hui? Bah là, on est dans la ZUP de Blois, plus précisément à Christophe Colomb. Christophe Colomb, ok. Et ce quartier représente quoi pour toi? C'est ici que tu as grandi? Non, j'ai grandi juste derrière moi. Juste derrière ce bâtiment, du Mont-Durville, mais j'ai passé mon adolescence ici, j'ai passé beaucoup de temps ici, il représente beaucoup de choses pour moi. C'est la base, quoi. Tu peux te présenter? Bah, moi, c'est Boulaya, créateur de contenu. J'ai 34 ans et j'habite à Blois. Il y en a qui t'appellent Mardu, il y en a qui t'appellent Dumar, il y en a qui t'appellent Boulaya. Ouais. Toi, t'es qui réellement? Et pourquoi Boulaya? Bah, moi, je suis tout ça. Je suis Mardu, je suis Dumar, je suis Boulaya. Boulaya, ça veut dire en arabe barbu. Et c'est des rebeux de chez moi, de ma ville, du coin, qui m'ont appelé comme ça, parce que ça fait longtemps que j'ai la barbe. Et moi, je suis tout ça, en fait. Je suis un mélange de tout ça, de toutes ces personnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta ville, du coup, Blois? Genre, moi, nous, quand on est arrivé ici, là, on s'est tapé 2h30 de route. Ouais, c'est vrai. On est arrivé ici et on s'attendait à arriver dans des champs, tout ça. C'est là où on voit des grandes barres, on se dit, mais on a Sarcelles ou quoi ici? Ben, c'est ça le problème des Parisiens. À force de rester en Ile-de-France, vous pensez qu'ailleurs, il n'y a rien, frérot. Nous, on est à 2 heures de Paris, c'est une ville de 60 000 habitants et c'est une ville assez historique. Tu as vu, autour de nous, il y a des châteaux, châteaux de la Loire. Il fut un temps, carrément, à l'époque des rois, les rois de France. Blois, je pense même que c'était la capitale, carrément, de France. C'est-à-dire, c'est une petite ville historique, on se connaît tous. Je sais pas quoi, on est concentré, en fait. Tu vois. Et il y a des bâtiments et aussi la ZUP. Par le passé, c'était la plus grande ZUP de France, la ZUP de Blois. C'est-à-dire, c'est une ville, c'est actif, c'est comme un peu partout. Hein. Tu as vu, il y a des champs autour de chez nous, mais il y a des bâtiments aussi. Il y a du goudron. Ouais, c'est ça, il y a deux grosses villes aussi à côté, il y a Tours et Orléans aussi. Ben, nous, on est les plus petits, c'est 2 mastodons. Orléans, plus en partant vers Paris, et les Tours en descendant. Nous, on est au milieu, Blois. Et du coup, comment les immigrés ils sont arrivés dans cette ville? Parce qu'on va dire que souvent, en général, tu vois, il y a eu les grosses villes, Paris, Marseille, Lille, Lyon, etc. Tu vois, Blois, on va dire que c'est une ville un peu isolée. Du coup, historiquement parlant, ça a été quoi l'histoire un peu de l'immigration ici? Ben, en fait, les gens, ils sont arrivés ici déjà, premièrement, par rapport au taf, je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'usines dans le coin. Déjà, premièrement, c'était ça. Et deuxièmement, la facilité d'obtention des papiers. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, quand les darons ils venaient, quand ils arrivaient à un endroit, ils avaient les papiers. Le bouche à oreille, ça allait vite. Hein. Venez à Blois, c'est ici que ça se passe. Et nous, ici, il y a une grosse communauté congolaise. Donc, je pense que c'est comme ça que les gens, ils ont atterri à Blois. Et du coup, toi, comment est-ce que tu es arrivé à Blois? Ben moi, je suis arrivé à Blois la première fois. Déjà, je suis arrivé à Blois en 90. Ma mère, elle est venue ici. J'ai ma grand-mère qui habite ici, qui est venue ici jeune, assez jeune. Et c'est ça qui a fait que ma mère, elle est venue ici en 90. Elle est venue ici, on est resté 2 ans, après on est retourné au bled. Donc c'est par rapport à ma grand-mère que je suis arrivé à Blois. Du coup, tu disais que tu étais retourné au bled? Ouais, c'est ça. C'était pour une raison précise? Peut-être que vous avez voulu vous réinstaller là-bas? Ben en fait, moi, déjà, faut savoir, je suis né au bled. Je suis venu ici, j'avais 3 mois, je crois. Je suis venu ici, j'avais 3 mois. Mes parents, ils sont venus, ils ont décidé de tenter une nouvelle chance dans un nouveau pays, plus développé, je pense. Et quand ils sont arrivés ici, je pense que ça s'est mal passé entre mes parents, c'était pas trop ça. Et ma mère, elle a décidé de rentrer. Mes 2 parents, ils ont décidé de rentrer carrément. Donc je suis rentré. Après, il y a eu la guerre civile en 96, je crois. Et c'est ce qui a fait que, bah, après, on est revenu en France. Ok. En tant que réfugié par rapport à la guerre civile, et on est revenu en France à Blois. Ok. Et tu as des souvenirs un peu de cette période où tu étais trop jeune? Bien sûr, j'ai des souvenirs, bien sûr. J'étais jeune, j'avais quoi, 7 ans, 8 ans. J'ai des souvenirs, bien sûr. Et après, c'est comme une guerre, c'est une guerre. Hein. Je sais pas quoi décrire de plus dans une guerre. C'est comme ce que tu vois à la télé, des gens, des cadavres, des bombes, des balles, des obus. C'est pas facile pour un enfant, mais après, grâce à Dieu, on est là. Hein. On est là, on s'en est sorti. C'est une expérience de la vie.
Et ça t'a pas marqué? Bien sûr que ça m'a marqué, bien sûr. Parce que déjà, de base, moi, ça m'a marqué dans quel sens? Quand tu es jeune, tu ne comprends pas encore. Ça ne peut pas te marquer quand tu es jeune. Tu penses que la vie, c'est comme ça, en fait. Quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez violent, impulsif. Et quand tu es petit, tu ne comprends pas ce genre de réaction. Et en grandissant, on apprend à se connaître. Hein. Tu réfléchis, pourquoi je suis comme ça? Et il y a des flashbacks. Il y a des trucs qui reviennent, arrivé à un certain âge, l'âge de la réflexion, je pense, on peut dire ça comme ça. Arrivé à un certain âge, c'est des trucs qui remontent. C'est des blessures qui ne se referment jamais. J'ai vu des images. Des fois, je dors, je me réveille qu'à un moment sur ce, tu vois. Et ça m'a marqué à vie, vraiment. Mais encore aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai pas encore compris tous les tenants et les aboutissements du traumatisme. Mais je sais que ça m'a marqué à vie. Ok. Ah, c'est fort ce que tu es en train de dire quand même. Ouais, hein. ouais, c'est sûr. Parce que j'avais des réactions quand j'étais plus jeune. C'était pas normal. J'étais d'une violence, elle était inouïe, tu vois. J'étais sans limite. Donc, après, ça m'a causé du tort dans ma vie. On est en France, on est dans un pays de droit, tu vois. Quand tu es hors la loi, frérot, tu sais très bien comment ça finit. Les incarcérations, ça m'a coûté beaucoup d'années de prison. Et beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, la solitude. C'est dans ces moments-là qu'on s'en rend compte que la vie... Tu as vu, il y a des choses qui peuvent se passer quand tu es petit, ça remonte à la surface que plus tard, quand tu grandis. En étant petit, tu ne fais pas attention. Pour toi, c'est normal, tes réactions, ta vie. Mais arrivé à un certain moment, tu te poses des questions. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi? Et petit à petit, je commence à trouver certaines réponses à mes questions. Moi, ce que j'aimerais comprendre, du coup, ce qui m'intéresse, là, c'est que tu as commencé à parler un peu, tu vois, de toi plus jeune. Tu vois, tu disais que tu avais certaines réactions, du coup, je pense, qui étaient peut-être liées à la vie que tu avais avant d'arriver en France. Bien sûr. Comment est-ce que tu étais, toi, à l'école, le Djumar du quartier, Djumar à l'école, avec ses amis? Moi, déjà, à l'école, j'étais un élève super intelligent, super intelligent. Tous mes profs me disaient. C'est juste que j'étais pas concentré. Il y avait trop d'à côté, les amis, la cité. Tu sais, il y avait trop de trucs qui font que tu n'es pas concentré. Mais j'ai continué. Ma mère, elle s'est toujours battue pour que je continue les études. J'ai continué jusqu'en bac pro commerce. J'ai arrêté l'année où je devais passer mon bac. Et avec les amis, je suis quelqu'un d'entier. J'étais entier, on va dire ça, parce que j'ai plus d'amis, en vrai. J'étais quelqu'un d'entier. J'ai tout donné à mes amis, en fait. Quand tu es avec moi, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas de à moitié, tu vois. C'est jusqu'au bout. Et pourquoi tu dis que tu n'as plus d'amis aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? La vie, elle fait qu'on en fait des choix, des fois qui ne dépendent pas de ta volonté. C'est-à-dire, il y a la trahison, exemple, c'est un exemple, hein, comme parmi d'autres. La trahison, des fois, il y a des amis qui m'ont trahi. Moi, j'ai tout donné en retour, je n'ai pas reçu ce que je pensais devoir recevoir. Et après, il y a eu les épreuves. Chaque épreuve, tu perds un soldat, frérot. Chaque épreuve dans ta vie, tu perds un soldat. La prison, au début, ils sont là, mais avec le temps, frérot, tu es tout seul. Hein. Tu vois, chacun a sa vie. Après, il y a la vie aussi, les priorités. Les gens, ils se marient. Les enfants, on n'a plus la même priorité. Il y a certains de mes ex-amis, on ne s'est jamais pris la tête. Il n'y a pas eu d'histoire. C'est juste que chacun a fait son chemin, tu vois. Toi, tu es là, tu me parles de tout niquer, alors que moi, je pense à construire l'avenir de mes enfants. Je pense à, tu vois. Ça veut dire qu'on n'a plus la même façon de voir les choses, les mêmes priorités, ce qui fait que chacun fait sa vie. C'est tout. Du coup, tu as des enfants aussi? Ouais, j'ai des enfants. Grâce à Dieu, j'ai 4 enfants. Okay. J'ai 2 garçons et 2 filles. Quel âge? Ma première, elle a 9 ans. Le deuxième, il a 7 ans. Le troisième, il a 4 ans. Et la dernière, elle a 2 ans. Elle va avoir 2 ans. Elle va avoir 2 ans. Ouais. C'est bien, c'est lourd. Ouais, on essaye, frérot, on essaye, tu vois. Et est-ce que tu penses peut-être que ça t'a aussi peut-être aidé dans ton parcours? 9 ans, donc ça veut dire que là, tu as 34, 9 ans, donc tu avais 25 ans. C'est ça. Ça m'a beaucoup aidé. Plus mon deuxième, en fait. Ma première, j'étais dehors, j'étais là, donc j'ai passé du temps avec elle. Mais mon deuxième petit, je l'ai laissé, il avait 1 mois. Je suis ressorti, il avait 2 ans. Ok. Ça veut dire, je l'ai vu grandir au parloir. Et tout ça, c'est des traumatismes de la vie. Les gens, ils pensent que c'est un jeu. Mais c'est des trucs, ça te marque, tu vois. Eux, ils n'ont rien demandé à personne. T'es allé combien de fois en prison? Je suis allé 2 fois en prison. Et les 2 fois, c'est pour violence. Ok. Violence avec arme.
Ma première peine, j'étais jeune, je m'en foutais en fait, j'avais 18 ans, 19 ans. Je suis ressorti, j'avais 21 ans. La deuxième peine, par contre, c'est plus pareil. J'ai des enfants, tout ça, c'était plus le même scénario, tu vois. Elle m'a mis une frappe, celle-là. La deuxième, j'ai fait 2 ans, 2017-2019. Ok. Et donc, du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus peut-être de ce que ça a pu changer en toi, tu vois, le fait de dire que, comme tu as dit, tu rentres, ton fils, il a 1 mois, tu ressors, il a 2 ans. Peut-être qu'à ce moment-là, tu fais encore un mauvais choix, mais qui a un impact cette fois-ci, tu vois. Bah frérot, déjà, premièrement, c'est pas une fierté hein, d'aller en prison ou de parler de la prison, déjà. Si j'en parle, c'est que c'est des choses qui m'ont marqué ma vie, en fait, qui ont fait de moi ce que je suis devenu. C'est des périodes de ma vie assez noires, tu vois. J'ai broyé du noir. T'es tout seul, la prison, c'est pas un jeu, hein, c'est pas facile. Toi, tu peux assumer tes actes. T'assumes, de toute façon, t'as pas le choix. Tu vas assumer tes actes. Mais la famille derrière, eux, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé à personne. Les parloirs, les fouilles au corps, tous ces trucs-là, ça te marque à vie, frérot. Ça te marque vraiment à vie, tu vois. Et moi, c'est des trucs, moi, ils m'ont vraiment marqué à vie, tu vois. Tu réfléchis beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai autopsié ma vie, frérot. Le premier souvenir, depuis que je suis petit, jusqu'à aujourd'hui, en fait, quand ma dernière peine, en tout cas. J'ai autopsié ma vie. Qu'est-ce qui allait pas? Je me suis remis en question. J'ai essayé de savoir le pourquoi du comment. Et je me suis projeté aussi, je me suis juré de ne plus repartir, de ne plus faire souffrir les miens, tu vois. Plus faire souffrir les miens, essayer d'être quelqu'un d'autre. Et Dieu merci, depuis 2019, bah, je suis sur ce cheminement-là, tu vois. J'essaie d'être quelqu'un de meilleur pour les miens, pour mon entourage. Essayer d'avancer, donner un bon exemple aux petites sœurs, aux petits frères. Et voilà, on fait sa vie, hein, tranquillement, et grâce à Dieu, normalement, ça va le faire. Hein. Seul le travail paye, ça ne ment pas, tu vois. Et moi, je travaille, je me prends la tête vraiment, tu vois. Seul le travail paye, j'apprécie. J'ai une autre question qui me vient en tête. Quand tu étais petit, c'était quoi le métier que tu voulais faire? Franchement, j'ai aucun souvenir quand j'étais petit, le métier que je voulais faire. Aucun souvenir de ça. Si je te dis un métier, je mens. J'ai pas de souvenir. Mais j'étais un enfant assez joyeux, moqueur. Tu sais, ma mère m'a toujours dit, j'étais bon vivant, quoi, depuis que je suis petit. Tu as toujours été comme aujourd'hui, en fait. Voilà, en fait, ce côté-là, il n'a pas changé. Okay. Ce côté, il n'a pas changé de moi, moqueur, taquin. J'aime bien rigoler. Mais c'est paradoxal quand même, parce que tu t'expliquais que tu étais impulsif, tu pouvais être hyper violent, mais en même temps, tu as ce truc taquin, moqueur, tu rigoles beaucoup. Bah, c'est ma personnalité, tu connais quand on grandit dans la rue, surtout quand tu es jeune, tu as besoin de t'affirmer. Et on grandit dans un milieu où c'est le plus fou en fait qui s'affirme. Quand tu es jeune, parce que quand tu grandis, c'est avec des regrets. Je me dis pourquoi j'ai fait ça. C'est nul avec du recul. Mais quand tu es petit, tu comprends pas en fait. Tu arrives dans un endroit, je venais du bled, moi, je suis arrivé ici, j'avais 8-9 ans. Tu connais les blagues, le blédard, faut s'affirmer, tu connais. C'est pour ça qu'on était dans le dur, on était mauvais. Mais malgré ce côté mauvais que j'avais, je rigolais toujours avec mes gars. J'ai toujours été un taquin, les mecs qui me connaissent vraiment, tu sais, mon entourage proche, ils savent que je suis un mec, j'ai toujours aimé rigoler, tu vois. Mais je pouvais être à double tranchant, je pouvais rigoler comme te faire une folie, juste après. C'est quand est-ce que la transition s'est faite, passer du boulaya, tu vois, sombre, à celui que tu es aujourd'hui? Parce que tu vois, j'ai pu voir quelques stories à toi, quelques vidéos à toi sur les réseaux, où tu parles un peu à cœur ouvert, tu vois. Et c'est là où, sans rentrer, tu vois, dans les détails, mais à demi-mot, t'expliquais un peu que, voilà, tu avais un certain passif. Aujourd'hui, tu essaies d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'avais vu une story qui m'avait un peu marqué. C'est là où j'avais compris. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant, tu vois, d'échanger avec toi. Et c'est quand que cette transition-là, elle s'est faite? Bah, c'est ma dernière peine, frérot. Cette transition, elle s'est faite ma dernière peine. Je suis arrivé à un âge, frérot, j'avais 28 ans, enfin, 27, 28. J'ai laissé un petit dehors avec une fille. J'avais ma fille et mon petit, il avait un mois. Je me retrouve emprisonné. Frérot, la vie, c'est pas un jeu. Comme je t'ai dit, t'as vu, c'est des trucs qui blessent. Au parlu, le petit pleure. Des fois, tu veux le prendre, il veut pas, tu vois. C'est des trucs, moi, ça me marque. Des fouilles. La famille, elle a rien demandé. Ils viennent au parloir, on les fouille. Tous ces trucs-là, je me suis dit, non. Ma mère, elle n'a pas fait 8000 km. Elle nous a pas sauvés de la guerre pour qu'en fait, je nique tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a construit. Pour mes conneries, en fait.
Je me suis dit non, la vie, c'est pas un jeu. Et j'ai un frère à moi, Nordin, alias Niro, le rappeur. Et j'ai beaucoup parlé avec, c'est un mec, je parle souvent avec lui au téléphone. Et pendant cette peine-là, ma dernière peine, j'ai parlé beaucoup avec lui au téléphone, tous les soirs presque. Je parlais avec lui au téléphone. Et c'est l'un des seuls mecs qui m'a toujours dit, frérot, t'as du talent. T'as vu, ta personnalité, tu peux faire quelque chose. T'es vrai, t'aimes bien rigoler, t'as un bon délire. Et il m'a toujours dit ça. Et moi, avant, je le prenais pas au sérieux, tu vois. Mais il faut dire, j'avais une vie aussi qui ne pouvait pas faire que je sois sur les réseaux. T'as vu, j'avais une vie un peu bizarre. Donc je le prenais pas au sérieux. Mais cette peine, la dernière, je me suis dit, frérot, il faut faire un choix. Soit ils vont te briser, soit tu vas finir comme un dinosaure. On va parler de toi que au passé. Et moi, c'est pas mon but, tu vois. Je me suis dit, je vais prendre ma vie en main, je vais travailler. Et je vais essayer de faire des vidéos sur les réseaux, voir ce que ça donne. Et le frérot, il avait pas tort, hein, il avait raison. Ça a pris petit à petit. Tous les jours, ça monte, ça augmente tous les ans. Tu sais, step by step. Mais Dieu merci, frérot, aujourd'hui, on essaie d'être bon, tu vois. On essaie de transmettre des bons messages. Moi, mes réseaux sociaux, je les utilise. Pour moi, ça doit être d'utilité publique. Ça doit instruire, tu vois. Les réseaux, c'est comme la télé, c'est comme le zapping, il y a de tout. Il y a des mecs qui sont là, ils parlent de voitures. Il y a des gens, ils vont te parler de fast life. Mais moi, je te parle de ma vie, la vraie vie, frérot. Tu vois, la vraie vie. C'est pas parce qu'on vient de la rue, de quartier populaire, qu'on ne peut pas s'en sortir. Et moi, c'est mon nouveau créneau, tu vois. Essayer de motiver la jeunesse, mes frères, la communauté, à évoluer dans le bon. Tu vois, dans le bon. Dans le bon, toujours. Toujours. C'est important. Dans les commentaires de certaines de tes vidéos, il y a un truc qui remonte beaucoup, tu vois. Ça te compare des fois à un sociologue. Tu vois, les gens disent que tu es comme un sociologue un petit peu, tu vois. Parce que tu as une capacité à décrire les gens. Toi, tu fais les typologies de profil et c'est grave pertinent. Bah parce que, en fait, je m'inspire de mon environnement, frérot. Et Blois, c'est une ville assez atypique. Il y a beaucoup de profils assez... En fait, il y a tous les profils des Français à Blois. Il y a de tout. Le Français qui travaille, le Gaulois rejeté par la patrie. Tu sais, le mec, il vit grâce aux minima sociaux, il n'a pas d'amis, pas de famille. Il y a tout type de profil. Des mecs qui sont venus à la mer. Tu sais, il y a tout. Des immigrés, des mecs qui sont morts. Il y a des gens qui sont venus en pirogue. Ils ont perdu des proches. Tu sais. C'est-à-dire, tout ça m'inspire, moi. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien parler avec les gens, tu vois. J'aime bien le contact. Et j'ai commencé à décrire les gens que je croise, mon entourage. Et c'est après, les gens, ils ont bien aimé. Je raconte juste ma vie, en fait, ma réalité à moi, avec mes mots. C'est le fait que Blois, c'est une grande ville, mais en même temps, c'est une petite ville. C'est ça. Et c'est un condensé, en fait, de tout ça. C'est ça. Et toi, tu as un peu cette facilité-là, tu vois, à peut-être décrire un peu les profils des gens. C'est ça. Ok. Et je parle un peu avec tout le monde, hein, tout type de personnes, vu que j'ai un shop aussi. C'est-à-dire, j'ai tout type de personnes dans mon shop. J'ai des vieux, des jeunes, des plus petits, des darons, tu vois. C'est-à-dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai le contact facile. J'ai une facilité à m'exprimer avec les gens assez simple, quoi. D'ailleurs, ton shop, on va aussi en parler. Tout à l'heure, tu nous expliqueras comment est-ce que tu as lancé ça, tout ça. En tout cas, c'est lourd. Merci, mon frérot. Est-ce que tu as conscience aussi de toucher différentes couches de la société? C'est-à-dire que dans les gens qui te suivent, dans les commentaires, on peut voir des mecs de quartier, mais on peut voir aussi le petit retraité, tu vois, qui vient de la ruralité. Et c'est des gens, tu vois, qui commentent ou qui repartagent, qui regardent tes vidéos. Je ne sais pas si tu en as conscience. Oui, j'en ai conscience. J'en ai conscience quand je regarde les profils des commentaires des gens qui me suivent. J'ai un peu tout. Hein. J'ai un peu tout. Même dernièrement, je t'ai posé devant mon shop, il y a un mec qui passe, un Gaulois. Quand je dis Gaulois, c'est pas péjoratif. Hein. Moi, j'ai l'habitude, en fait, de les appeler comme ça. Dans la ville, en fait, on s'appelle. Ok, c'est l'argot d'ici. Voilà, c'est ça. C'est l'argot de la ville. Et il y a un Gaulois qui passe, je le vois souvent passer devant mon shop, il est avec sa fille, il s'arrête, il me dit félicitations à ce que tu fais. Je lui dis de quoi tu me parles? Il me dit ouais, tes vidéos, j'aime bien. Mais c'est un type. Et après, au fil du temps, j'ai commencé à parler avec lui. Et c'est un mec, il est engagé politiquement, tu vois. Ça m'a étonné un peu. Mais après, je pense aussi, ce que je décris, c'est ça qui touche les gens, ils s'y reconnaissent. Parce qu'il y a un mélange de tout dans mes snaps. Il y a le banlieusard, il peut avoir un campagnard, tu vois, il y a un mélange de tout. Et sinon, toutes tes vidéos, elles commencent par la même phrase, la même gimmick. Yes, bébé, ça marche. Ça marche. Ça vient d'où?
Ben, en fait, c'est encore une fois, c'est avec le collègue Niro. Un jour, on parlait en WhatsApp. Il m'a mis yes bébé. Je lui ai répondu alors. Et il m'a mis ça, ah, ça marche. Et depuis, bah, c'est devenu une autre. C'est le slogan de la ville, c'est le gimmick de la ville en fait. Tout le monde parle comme ça ici. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, tout le monde parle comme ça ici. Yes bébé, ça Yes marche. bébé, Ok. alors ça marche. Hein. C'est notre bonjour à nous. C'est votre bonjour à vous, ok. Donc, c'est-à-dire que c'était en discutant comme ça avec En Niro. discutant, c'est un délire que. En discutant avec le frérot, bah, le délire il s'est créé. Et lui, vu que c'est un rappeur, il a fait un son avec Maître Gims. Et il commence comme ça, son couplet. Yes bébé, alors ça marche. C'est-à-dire c'est parti dans toute la France, frérot. D'accord, Dans ok. le monde entier, carrément, la France. Le monde entier. On comprend un petit peu mieux. Et récemment, tu as fait parler de toi. Tu as pris position fermement. Là, derrière même, tu as le maillot, je vote le 7. Tu vois, Exactement. c'est les souvenirs un peu de cette période un petit peu sombre. Tu avais fait une vidéo, tu vois, sur laquelle tu as pris position et tu as expliqué aux gens voilà, que toi, en tout cas, tu pensais qu'il était important de prendre position, d'aller voter. C'est quoi le déclic? D'où ça vient? Est-ce que toi, t'es engagé politiquement à la base? Bah là-bas, je suis pas quelqu'un d'engagé politiquement, tu vois, mais je me renseigne, j'aime bien. C'est un truc. Je regarde souvent des émissions politiques, je me renseigne sur tout ce qui m'entoure en fait. T'as vu, je suis un citoyen, frérot. Je travaille, je paye des impôts, je paye des charges, j'ai une société. C'est dire, sans même t'en rendre compte, la politique, elle régit ta vie. Sans même t'en rendre compte, tu vois. Et nous, dans les quartiers populaires, j'ai remarqué, les jeunes, ils s'en foutent un peu de la politique. Mais après, je peux les comprendre. Parce qu'il y a personne qui nous représente vraiment, qui a le même parcours identique que nous, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas s'y intéresser. La France est notre pays. Tu vois, on a grandi ici, on a été à l'école de la République. Qu'on le veuille ou pas, on est français, tu vois. Et c'était une période assez délicate. L'extrême droite était aux portes du pouvoir. Et on ne peut pas laisser ça. Vu le passif de ce parti. Donc je me suis dit, bah, moi la politique, j'aime bien. Moi, tout ce que je parle sur mes réseaux, c'est des trucs qui me parlent. Je ne veux pas parler d'un truc que je ne maîtrise pas. Tu vois, ça veut dire la politique. Je ne veux pas dire que je maîtrise, mais je m'y connais. Un peu, j'ai une base. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager mon expérience avec ma communauté. Comme je t'ai dit, frérot, mon nouveau but, c'est être quelqu'un de bien, de meilleur. Si je peux apporter, ouvrir les yeux à certains de mes frères, leur expliquer un peu la politique, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, bah, je l'ai fait avec plaisir, tu vois. Je me sens concerné et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Des fois, même le travail. Le travail, c'est de la politique, hein, de la vie de tous les jours. Les maisons de quartier, c'est de la politique. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il y a des trucs qui se passent au quartier, les gens, ils ne savent pas. Tu vois? Il y a le conseil régional. C'est des gens, ils donnent des aides, tu vois? Des aides pour des gens de quartier populaire. Les gens, il y a des trucs qu'ils ne savent pas, tout ça. C'est-à-dire, c'est pour ça, je me suis dit, vaut mieux en parler avec mes mots. Parce que des fois, la télé, c'est complexe. Il sort des mots, tout le monde ne comprend pas. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais expliquer la politique avec les mots que tous les gens comme moi, ils comprennent. Okay. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. En fait, tu t'es mis un peu dans un rôle de vulgarisateur. Tu t'es dit, exactement, tu as trouvé le mot. On va s'approprier le sujet un petit peu. C'est ça, avec nos mots à nous, avec nos codes. Ok. Tu vois? Je vois un petit peu, ok. Est-ce que toi, c'est un truc qui dit ou pas un jour de te lancer dans la politique? Franchement, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, j'ai d'autres priorités. Mais pourquoi pas plus tard? Qui sait? On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, tu vois. On ne sait pas. Pourquoi pas? Ma mère, elle aimerait bien. Mais bon, après, on verra bien, je sais pas. On verra bien, frérot. Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui. Mais pour l'instant, non, c'est sûr. Pour l'instant, non. Mais dans l'avenir, pourquoi pas? On verra bien. Et toi, tu y crois, toi, au fait qu'on puisse peut-être changer les choses Changer les choses est un grand mot. Mais éviter des choses, oui. Changer les choses, c'est un grand mot, mais éviter certaines choses, ouais. Bah là, on a évité déjà le Rassemblement national au pouvoir. Déjà, on les a évités, on a repoussé l'échéance. Pour l'instant. Mais c'est une bonne chose. Moi, je suis fier, moi, des gens des quartiers populaires, de cette France-là, qui se lèvent, tu vois. Ce qui s'est passé, même si effectivement on a évité le pire, la pire configuration, on l'a évité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont quand même gagné, des sièges encore. Bien sûr. Du coup, finalement, ils ont perdu, mais ils n'ont pas vraiment perdu, tu vois. Ils n'ont juste pas gagné ce qu'ils estimaient pouvoir gagner, tu vois. Du coup, c'est quoi, toi, ton point de vue là-dessus? Et si, demain, on devait faire des choses, tu vois, peut-être pour pouvoir
éviter le pire, tu vois, prochaine échéance, 2027, ce serait quoi ces choses-là? Déjà, nous, les jeunes des quartiers populaires, moi, je dirais plus s'impliquer déjà. Plus s'impliquer dans le milieu associatif, même créer des partis politiques. Hein. On est dans un pays où ils nous donnent les moyens de faire ce genre de choses. T'as vu, nos parents, ils ne sont pas arrivés ici hier. Hein. Moi, j'ai ma grand-mère carrément ici, tu vois, pour te dire. C'est-à-dire qu'il faut s'impliquer. Moi, je vois que ça, en fait, s'impliquer plus, se présenter dans les milieux associatifs, milieux politiques, se renseigner. Et essayer de se motiver, en fait, de vulgariser déjà la politique aussi. Parce que pour certaines personnes, c'est assez complexe, hein, tu vois. Vulgariser la politique et en parler, c'est tout. Il n'y a que le savoir est une arme. Quand tu ne sais pas, frérot, tu es perdu. Hein. Ouais. C'est-à-dire en parler et dire ce qu'ils font, en fait. La politique, sans le vouloir, ça régit nos vies, de A à Z. Ta vie sociale, ta vie, comment dirais-je, ta vie dans le travail, dans le monde du travail, même dans le loisir. Ça régit tout ça, la politique. C'est-à-dire qu'il faut s'y impliquer plus, des gens comme nous. Et je pense que si on s'implique plus, bon, on aura des arguments, je pense, pour contrer. En tout cas, quand tu ne sais pas, ceux qui savent, ils vont choisir pour toi. C'est clair et net. C'est ça. Quand tu ne sais pas, ceux qui savent, ils choisiront pour toi. C'est pour ça qu'il faut s'informer. Et nous, on néglige beaucoup ça, l'information. Et surtout avec Internet, on a une facilité énorme. Ce que tu veux savoir, tu tapes sur ton Google, tu trouves. C'est-à-dire qu'il faut s'informer, c'est super important. Savoir, il y a quoi comme parti politique en France, c'est qui les représentants de ces partis politiques, leurs programmes politiques. Tu n'es pas obligé de tout savoir, mais des bases. Tu vas savoir un petit peu d'où ils viennent, ce qu'ils proposent. Ça, c'est important. Comme ça, au moins, tu sais ce que tu dois faire. Qui peut te représenter, un minimum. Après, c'est tous des fumiers, comme je le dis souvent. C'est tous des fumiers. Tu as vu, les politiciens, c'est tous des fumiers. Tu as vu, quand tu es politicien, ils n'ont pas de cœur. C'est que leur intérêt. Mais il faut choisir pour le moins fumier. De toute façon, c'est la seule arme qu'on a dans ce pays. On n'a rien d'autre, frère. C'est-à-dire, le choix, il est vite fait. Il y a autre chose, tu vois, que moi, j'ai remarqué quand je regarde tes vidéos, c'est que tu as beaucoup de rêves. Tu as beaucoup de références. Je sais pas, par exemple, là, tout à l'heure, tu passes devant le tonton, tu lui dis, oh, tonton rwandais, nanana, Paul Kagame, tu vois, tu as beaucoup de rêves dans tes blagues. En tout cas, c'est assez recherché, c'est assez poussé souvent. D'où est-ce que ça vient? Bah, frérot, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai passé 5 ans de ma vie enfermé. C'est-à-dire, quand tu es enfermé, frérot, tu as 3 solutions. 3. Soit tu te laisses abattre par le système, tu te fais broyer, tu es sous traitement, tu finis comme une loque. Soit tu te mets, tu essaies d'apprendre, tu vois, tu t'instruis. Soit tu deviens plus fou. Ben, moi, j'ai choisi de m'instruire, frérot. C'est-à-dire, je lisais beaucoup, j'allais souvent à la bibliothèque, je lisais, je regarde pas trop la télé, je regarde que des documentaires, moi. La géopolitique, c'est un truc qui m'a toujours passionné depuis que je suis jeune, tu vois. Comment c'était avant, pourquoi ça, d'où ils viennent, ce peuple, ce pays, il a été, tu sais, l'histoire d'un pays. C'est des trucs, ça m'a toujours façonné. Ça veut dire, sans m'en rendre compte au début, je faisais des blagues avec des rêves. C'est avec le temps, quand les gens, ils me l'ont fait remarquer plusieurs fois, bah, je me suis dit, bah, c'est bien en fait. T'instruis les gens et en même temps tu rigoles. Je suis resté dans ce truc. Naturellement, comme ça. Naturellement, frérot. Je me suis dit, on va mélanger les deux. Hein. Instruire les gens et rigoler. Donc ça s'est fait naturellement, frérot. Mais tout ça, je me suis instruit, frérot. C'est pas tombé du ciel où je me suis réveillé un jour, j'ai connu Paul Kagame. C'est à force de lire, s'instruire, regarder des documentaires. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui m'entoure, frérot. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui m'entoure. Et comme je le disais tout à l'heure, le savoir est une arme. J'ai même une rubrique sur mes réseaux, sur mon Snap. Le savoir est une arme. C'est très, très important de s'instruire, frérot. Très, très important. Et j'ai une mère. Elle a fait de grandes études, tu vois. Elle nous a élevés aussi dans le savoir. Mon grand-père, c'était un directeur d'école. C'est-à-dire, ma grand-mère, elle était institutrice. C'est-à-dire, chez une famille, frérot, chez nous, on rigole pas avec les études, le savoir, tout ça, tu vois. Et ma mère, elle s'est forcée à nous inculquer ça. C'est pour ça que je sors souvent des rêves comme ça, quoi. C'est pour ça que tu as un peu cette appétence aussi, effectivement, pour, exactement, frérot. Pour l'apprentissage. C'est un peu fort ce que c'est fort ce que tu viens de dire. Hein. Ah, c'est important. J'apprécie beaucoup. Frérot, là, c'est la première fois de ma vie, je crois, que je parle comme ça. Hein. Que je te dis comme ça toute ma vie, en vrai. C'est rare, jamais. Je suis quelqu'un d'assez pudique, tu vois.
Il y a des choses, je préfère les garder pour moi, mais je suis arrivé à un stade de ma vie, j'aimerais bien partager mon expérience aux plus jeunes, tu vois. Il y a des gens, ils te regardent, ils ne savent pas d'où tu viens, pourquoi tu es comme ça. Comme ça, les gens, s'ils peuvent avoir des réponses à leurs questions, avec plaisir. Tu me disais que dans ta famille, du coup, ton grand-père, il était directeur d'école. Du coup, tu viens d'une famille où l'éducation, quand même, est assez importante. Vraiment très, très, très importante. Ma mère, elle n'a pas lésiné les moyens sur ça, tu vois. Je remercie beaucoup ma mère. Pour moi, en fait, ma mère, c'est ma figure, en fait, ma mère. C'est ma lionne. C'est elle qui a... Ce que je suis aujourd'hui, c'est ma mère. J'ai grandi avec ma mère, tu vois. Mes parents ils sont divorcés assez jeunes. Et ma mère, elle a beaucoup fait pour nous. Elle a tout fait pour nous, tout fait. Ma mère, c'est mon seul exemple que j'ai dans ma vie, tu vois. Si on me dit, donne-moi un exemple d'une personne, c'est ma mère. Elle est arrivée ici, elle était jeune, avec 3 enfants en bas âge. Elle s'est battue. Ma mère, elle s'est toujours battue, tu vois. Le combat, ça a toujours fait partie de mes gènes, le combat. Ma mère, je vais te donner un exemple simple, tu vas comprendre la force mentale de ma mère. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être 12 ans. Ma mère, elle travaillait à 50 km d'ici, dans une maison de retraite. Et elle n'avait pas le permis. Et ma mère, c'est quelqu'un qui n'aime pas demander aux gens. Elle a acheté une mobilette, frérot, un 103. Un 103. Je rigolais, je me foutais de la gueule de ma mère. Mais j'ai compris plus tard, c'est aujourd'hui que je comprends, c'était une vraie soldat, tu vois. Elle m'a montré la voie. Il ne faut jamais compter sur les gens, frérot. Prie, charbonne, c'est tout. Rien d'autre. Et moi, tout ça, c'est ma mère, tu vois. Ma mère, pour moi, c'est tout, ma mère, tout. C'est toute ma vie, frérot, toute ma vie. Et j'ai une relation assez fusionnelle avec ma daronne. C'est comme, tu peux me voir avec ma mère, c'est comme ma soeur. Les gens, ils pensent même que c'est ma soeur. Si tu me vois dehors, elle est jeune, ma mère, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'années d'écart, ouais. Ouais, c'est ça. Maïu, elle avait 18 ans. Ouais. Tu vois, ça veut dire, quand j'étais plus jeune, c'était assez délicat, mais c'est compréhensible. Parce qu'elle voulait que le meilleur de son fils. C'est juste la méthode qui n'était pas la bonne. Mais tout ce qu'elle me disait, elle avait raison. Aujourd'hui, je donne totalement raison. Tout ce qu'elle m'a dit, ça s'est passé quand même, l'avait dit. C'est fort. Donc, même la daronne, tu l'as vanné. Même ma daronne, frérot, je l'ai vanné. Avec son 103. Ah, maman, t'es belle, en 103, la daronne. La daronne, elle me disait, petit, t'inquiète pas pour moi. Regarde, je vais au travail, je reviens. Je demanderai rien à personne. Et sur le coup, j'en rigolais. Même des potes à moi, on en rigolait avec mon pote. Des fois, on était posé à la cité, juste derrière. La daronne est passée en mobilette. Je rigolais, je me cachais. Les potes, ah, la daronne a barbu en mobilette. Tu vois. Mais quand t'es petit, tu t'en rends pas compte de la force du truc. Ouais. C'est en grandissant que je me suis dit, ma daronne, c'était une vraie soldat, frérot. Ouais. Avec un grand S, tu vois. Et tout ce qu'elle a accompli, c'est respectable. Je suis obligé de m'en sortir, j'ai pas le choix. Et je suis le seul garçon de chez moi aussi, tu vois. J'ai que des sœurs. T'as quelle position, du coup? Ben, je suis le plus grand. Le plus grand, ok. Je suis le plus grand, j'ai 4 petites sœurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand je me bats, quand ça va moins bien ou ça va bien, c'est que ma mère. T'as vu, je remercie Dieu en premier et après, c'est ma mère, tu vois. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes, tu vois, si on devait revenir un peu sur la partie sombre un peu, tu vois, de ton histoire? Si tu as quelques anecdotes de ce moment-là, tu vois, qui ont peut-être pu te marquer, ou aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, hey, j'étais vraiment quelqu'un de fou. Bah frérot, déjà, juste pour te montrer au point où j'en étais, on m'appelait le boucher. Je traînais toujours avec des couteaux, frérot. Et toutes sortes de couteaux. À mon anniversaire, on m'offrait des couteaux, frérot, pour dire, tu vois. On m'offrait des sabres. Chez moi, j'avais une collection, j'avais une mallette de couteaux, frérot. Des katanas, toutes sortes de couteaux. Et je m'en servais, malheureusement. C'était pas pour décorer, tu vois. J'ai fait des trous à des gens, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça que je te dis, c'est une partie de moi. J'ai même pas envie d'en parler, en vrai. C'est pas une fierté, frérot. J'ai fait du mal à des gens. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails. Je pense que l'exemple que je vous ai donné, c'est suffisant. C'est suffisant, tu vois. J'étais vraiment... Il y a une période de ma vie, j'étais vraiment mauvais, tu vois. Vraiment mauvais. Mauvais à un point, tu peux même pas t'imaginer. Et moi aussi, j'en ai payé des conséquences. Moi aussi, j'ai pris des coups de couteau. J'ai failli crever, tu vois. J'ai failli perdre mon œil. Moi aussi, j'ai donné, mais moi aussi, j'ai reçu, tu vois. Mais après, tout ça, c'est dans le passé pour moi, tu vois. Je suis plus cette personne. Je me reconnais même plus en vrai. Tu sais, quand on met un miroir de ce que j'étais, et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, tu vois. Dieu merci, tu vois. J'ai mis les moyens, je me suis donné le moyen de changer. J'ai vu des psys, j'ai fait des choses, tu vois. Pour essayer d'évoluer, d'améliorer, parce que c'est pas normal, tu vois. Ce que tu dis, c'est fort quand même, hein. Parce que tu dis,
T'as même vu des psys. Ça, Ouais. t'as vu, chez nous, c'est tabou. Bah, Les parce quartiers, c'est tabou de ouf. Ben moi, j'ai pas vu un psy, c'est pas moi, je me suis levé, frérot. Je me suis pas levé un jour, je me suis dit, je vais voir un psy. C'est ma première peine, j'ai pris 3 ans et obligation de soins. Même la proc, elle a vu que le type là, il tournait pas rond, tu vois. Obligation de soins. Pendant 2 ans, j'ai vu une psy, tu vois. Pendant 2 ans, j'ai vu une psy 1 fois par semaine, au placard, 2 ans. Et même à ma sortie, pendant 1 an, j'ai suivi. Pendant 3 ans, en fait, j'avais obligation de soins pendant 3 ans. Sinon, j'avais du sursis, il retombait. Tu vois. Donc, je suis allé voir des psys et tout ça. Ça t'a aidé? Au début, je pensais que non. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte cela? Mais avec le temps, avec du recul, ouais, je pense, ouais. Ça m'a aidé dans le sens où j'ai compris d'où venait ma folie. Tu vois, parce que quand tu es jeune, tu comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Tu fais des trucs que l'autre, il peut pas faire. Tu vois, tu lui dis, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais ça ma vient- mère, quand on lui disait, ton fils, il a fait ça, elle était choquée carrément. Tu vois, parce que j'étais 2 personnes. Il y avait le Pierrot, il y avait le Mardu de la maison. Pierrot, c'est mon prénom. Il y avait le Mardu de la maison et le Mardu dehors, tu vois. Et donc tout ça, selon toi, à quoi est-ce que c'était dû? Bah, c'est des traumatismes, je pense, dus à la guerre, à toutes ces violences que j'ai vues. Toute ma vie, en fait, c'était la violence, toute ma vie. Et de la violence familiale, de la violence extérieure, toute ma vie. Ma vie, c'est... La violence a fait partie de mon enfance longtemps, en fait, tu vois. Longtemps, très très longtemps. Jusqu'à... Je me bagarrais tout le temps, moi. À la maison, bagarre. Les parents, ils se battaient, tu vois. C'est-à-dire toute ma vie, frérot, la violence. Et quand t'es petit, tu t'en rends pas compte des dégâts que ça peut te faire. C'est en grandissant, frérot, tu fais des folies. Les gens ils te regardent bizarre, frère. Les gens, ils parlent de toi en bizarre. La juge, elle te trouve en bizarre. Tu te poses des questions. Même ta mère, elle te voit en bizarre, tu vois. Tu te poses des questions. Même ta mère, elle comprend pas. Pourquoi il est comme ça, mon fils? Mais avec le temps, frère, faut savoir faire des choix. Tu continues comme ça. Soit j'allais mourir, soit j'allais tuer quelqu'un. La vie, c'est des choix, frère. J'ai des enfants. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ma mère, elle a fait 8000 km. Elle a quitté le Congo-Brazzaville pour venir en France pour nous offrir un avenir meilleur. C'est pas moi, son fils, qui va foutre tout ça en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, j'ai fait le choix de changer, frère. J'en ai marre de prison, faits divers, blessures, partie civile, tout ça, frérot. J'en avais marre. Des fouilles au corps, de garde à vue. C'est usant, frère. T'as laissé tout ça derrière. Ouais, ça broie. Et tes enfants aujourd'hui, du coup, comment est-ce que tu fais pour pouvoir leur offrir un autre avenir? Bah frérot, je me bats 2 fois plus que les autres, mon ref. J'ai 2 tafs, mon ref. Je travaille dans le social, dans un foyer, la nuit. Et la journée, j'ai un shop. Mon shop, il fait barbershop, vente de produits cosmétiques. C'est-à-dire, je charbonne 2 fois plus pour leur offrir un avenir meilleur. C'est quoi un avenir meilleur? Les meilleures écoles, la meilleure éducation, le meilleur cadre de vie. Tu vois, je fais tout comme ma mère, elle a fait. J'essaie de faire en mieux pour mes gosses. Tu me disais que ton shop là que tu as ouvert justement, ça faisait 2 ans que tu l'as 2 ans lancé, et c'est demi ça? que je l'ai, ouais. Avant ça, tu avais déjà eu d'autres business ici? Mais en fait, j'ai toujours été un mec débrouillard, en fait. Ça aussi, ça vient de ma mère, encore une fois de plus. Ma mère, quand j'étais au Congo, elle avait un magasin, elle vendait de la friperie. Ma mère, elle a toujours été commerçante, toujours. Depuis que je connais, j'ai ouvert les yeux, ma mère, ça a toujours été une commerçante. Mon père aussi, ça a été un homme d'affaires. Donc j'ai toujours vécu. Et quand je suis arrivé en France, j'ai tout vendu, frérot. J'ai tout vendu. Depuis que je suis petit, hein, j'ai commencé à vendre des sapes. J'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur en moi. Depuis que je suis jeune, vraiment, tu vois. À l'époque, je vendais des sapes venus de Chine. J'avais 14 ans, j'allais à Paris, j'avais des cousins à moi Sevran. Ils ramenaient des conteneurs de Ninja, Air Structure. Tu vois. Ça veut dire j'avais 15 ans. J'attrapais mon vieux là qui est avec moi. Lui, c'est lui qui avait le permis, c'est mon vieux, tu vois. On allait charger le coffre. Je venais ici, je vendais. Quand je te parle, j'avais 15 ans, 14 ans, j'étais jeune, tu vois. 14-15 ans. J'ai toujours été dans la contrebande, frérot, dans le business. J'ai toujours été un débrouillard, tu vois. J'ai tout vendu. Et arrivé à un moment, comme je t'ai dit, ma dernière peine, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mon avenir? Et j'ai toujours voulu avoir un lieu dans ma ville où un QG, tu vois. Et barbershop, c'est venu dans ma tête. Et j'ai eu l'opportunité, j'en ai ouvert un. Et depuis, on se bat, frérot, on se bat, tu vois. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est dans le légal. Tous les trucs bizarres et illégaux, j'ai tout arrêté, tu vois. Ça. Depuis ma dernière peine, j'ai plus rien fait d'illégal. Tout ce que je fais dans le légal. Carré,
Je C'est suis carré validé, dans c'est tout. tamponné, certifié. Ouais, ça y est, frérot, on a arrêté les bêtises. Important. Et un conseil à tous les refs, il y a plus à gagner dans légal que dans l'illégal, mon ref. Mais c'est bien que tu le dises. C'est très important Parce parce que que t'as les gens, toujours- ils pensent que l'illégal, ça dure qu'un temps. T'as vu, ça a une date de péremption. Et quand tu te fais éclater, mon frère, sois prêt, hein, parce que ça te broie. Il te broie. Alors que dans l'égal, tu dors tranquille. C'est halal, tu peux faire profiter ta famille, tu vois. T'es bien. C'est une sensation, c'est une fierté. Même ma mère, elle est fière, tu vois. Il y a un truc, une phrase que je dis souvent, moi, c'est la tranquillité, ça n'a pas de prix. Ah, t'as tout dit, mon frère. T'as tout dit. La tranquillité, ça n'a pas de prix. Je dors serein. Je sais qu'à 6 heures, ils ne vont pas casser ma part. Je suis en paix envers moi-même, frère. Même ma famille, elle est en paix. Elle sait que je fais plus bise des trucs chelous, tu vois. Je veux dire, c'est une fierté. C'est une fierté. Je suis franchement heureux. Mais c'est pas assez. J'en veux toujours plus. Je suis assez ambitieux. Mon but, c'est tout arracher, frérot, tu vois. C'est quoi les prochains projets? Je suis quelqu'un, je me projette pas assez je me projette pas sur du long terme. Je pense à demain, après-demain, pas plus, tu vois, parce qu'on sait pas de quoi il fait la vie. Mais j'ai des projets, tu vois, j'ai commencé des projets au Congo. Après, on verra bien où ça mènera, frérot, tu vois. Je suis assez ouvert d'esprit. J'écoute, s'il y a des projets intéressants, pourquoi pas. Si je m'y retrouve, pourquoi pas. Mais je suis pas prêt à tout non plus, tu vois. Et c'est quoi ton rapport aujourd'hui avec le Congo? Franchement, j'ai un rapport assez fluide. J'y vais souvent, en fait. Ma mère, malgré tout ce qui s'est passé, ma mère ne m'a pas élevé dans la haine du Congo. Tu vois, m'a toujours poussé à y aller. J'y vais souvent. Carrément, je compte y aller dans pas longtemps, là, Inch'Allah, si Dieu le veut. J'ai une relation assez... Je kiffe mon pays, même si c'est un pays à la con, mais je kiffe mon pays, tu vois. Voilà. C'est le principal. Ouais, c'est le plus Ouais, important. c'est le principal. J'ai même créé une association, carrément, pour aider le Congo, carrément. Ah ouais, et vous faites quoi de cette association? Bah pour l'instant, j'ai rien fait de concret, mais j'ai un projet. J'ai créé l'association, elle est créée, tous les papiers sont en règle. J'ai un projet, c'est essayer de ramener des fournitures scolaires à 300 enfants. Ok. C'est-à-dire, c'est mon prochain projet que je compte faire organiser avec l'aide de ma communauté sur les réseaux. Essayer de récupérer des fonds pour investir 300 packs de rentrée scolaire à 300 enfants au Congo. Et franchement, tu peux le faire facile, hein, 300. Ouais, normalement, ouais. Ça va, J'ai c'est- déjà des gens, j'avais commencé au début, mais j'étais pas en règle, c'est-à-dire j'avais récolté des fonds, mais j'ai stoppé pour me mettre en règle dans les normes. Là, j'ai fait Ok. les papiers, on va repartir. Faire Mais j'avais proprement. j'avais déjà récupéré des fonds, tout ça, par rapport à des cagnottes cotisées. Ok. La communauté, elle a bien réagi, c'est que des projets, c'est positif, tu vois. Positif, ok. Est-ce quoi le nom de l'asso? Tu connais? Moi, Mais si Namboka. on trouve- Ok. L'association elle s'appelle Mwanamboka, qui veut dire en lingala l'enfant du pays. Vu Ok, que je suis né au Namboka. Congo. Pas du pays, ok, c'est fort. Exactement. Ok, ok. Bah, même s'il y a les réseaux, etc., tu n'hésiteras pas à nous dire, on pourra noter. Il n'y a pas Comme de ça, souci, je vous donnerai toutes les informations à temps voulu. On va te donner un minimum de force, Merci, mon frère. comme on peut. Merci, on se Même donne si la t'as pas force. besoin. On se donne la force mutuellement, frérot. Vous aussi, vous m'apportez quelque chose comme je vous apporte quelque chose, tu vois. Ok, ok. Bon, on commence à arriver vers la fin de l'interview. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on parle un peu plus sur la partie spirituelle, si tu es d'accord. Oui, il n'y a pas de souci, mais après, je pars du principe qu'il y a des gens mieux placés que moi pour parler de spiritualité. Moi, je vais te parler de moi, Exactement. tu vois. T'inquiète, on va pas donner de cours de religion. Moi, je veux vraiment parler de ton point de vue, de ton histoire à toi. Je sais pas si tu es né musulman ou né dans une famille musulmane, tu vois. Non, du tout, mais je suis né dans une famille Tu t'appelles totalement Boularia. chrétienne. Voilà, tu t'appelles Boularia aujourd'hui. Boulaya, c'est arabe, c'est les Arabes de chez moi qui m'ont surnommé comme ça, c'est un surnom. Ça veut dire le barbu. Et moi, je me suis converti à l'âge de, quand j'étais au collège, je devais avoir 13 ans. Un truc comme ça, je me suis converti à l'islam. Ok, très Ma jeune. mère, elle est chrétienne, mon père est chrétien, mes grands-parents sont chrétiens. J'ai grandi dans une famille croyante, on va dire ça comme ça, tu vois. C'est des gens du livre, c'est des chrétiens. Et moi, je me suis converti à 13 ans, je me Mais suis c'est tôt, 13 ans, non? converti à l'islam. T'arrivais un peu à comprendre ce que... Ben, en fait, je vais t'expliquer pourquoi moi je me suis converti. En fait, j'étais à cette période de ma vie, j'avais besoin de structure dans ma vie. Ma mère, elle travaillait, elle ne pouvait pas me gérer. J'avais besoin de limites. Et à cette période, pour moi, l'islam, ça avait des limites. Respecter ses parents, tu vois, des limites, un cadre. C'est un cadre pour moi. Et j'ai grandi aussi, mon entourage avait beaucoup de rebeux. Et c'est comme ça, en fait. Je rencontre l'islam comme ça par rapport à mes potes. Mais 13 ans, aujourd'hui, t'en as 34. Ouais. Ça fait 21 ans. Ouais, c'est ça.
Donc entre-temps, tu l'es toujours. Donc Toujours, ouais. Toujours. qu'est-ce qui a fait que finalement tu te dis c'est le bon choix? Parce que généralement quand tu fais des choix aussi jeunes, tu tiens pas sur la route. Mais toi pourtant et je me dis peut-être que tu es encore même plus croyant, tu vois, que à cette époque-là, tu vois. Bah, moi, déjà, le premier truc qui m'a marqué, moi, c'est que c'était la première fois qu'on me parlait d'un homme noir important dans une religion. Dans le christianisme, après ça c'est personnel, hein, c'est que mon histoire. Chut. Tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde n'a pas le même vécu, tout le monde n'a pas la même raison d'avoir embrassé l'islam ou de s'être converti. Moi je te parle juste ma vie à moi, personnellement. Tu vois, je parle pour moi. Dans le christianisme, avec tous mes souvenirs, j'ai jamais vu parler d'un personnage important qui était noir. Tu vois? Tu fais référence à Bilal, c'est ça? Peut-être pas Bilal, il n'y a pas que Bilal. Il y a notre prophète, alayhi salam, Oui, sa nounou, elle était noire, frérot. Sa nourrice qu'il a élevée, elle était noire. Tu vois? Bilal, c'est trop réducteur. Je vois trop les gens. Ouais, comment... en fait, je vais te le faire dire pour aborder justement. Moi, c'est pas que lui. Voir si c'était plus poussé. C'est plus, tu vois. Il y a plein de gens, d'autres personnages. Luqman, il était noir. Tu vois. Il y a plein d'autres personnages. Après, faut s'instruire, frérot. Le savoir est une arme en rêve. T'as vu? Si tu as des questions, va lire, c'est mieux. C'est mieux. Parce que tout le monde n'aura pas la même histoire. Mardi, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Tout à l'heure, tu nous avais parlé un petit peu en 2-2 de ta relation un peu avec Niro. Ouais. Donc c'est quand même une figure emblématique. Nous, quand on entend parler de Blois, tu vois, là-bas, je pense que moi, c'est à travers lui, tu vois, que j'apprends un peu l'existence de cette ville. Il représente qui pour toi? Bah, c'est un frère. Moi, pour moi, c'est un frère, tu vois. C'est vraiment un frère. C'est quelqu'un, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Beaucoup, beaucoup de temps. Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore en contact, tu vois. On se voit souvent, on s'appelle souvent. C'est vraiment un frère, tu vois. Vous êtes de la même génération? Non, il est plus vieux que moi, 2 ans. C'est un 87. Okay. Moi, je suis un 89. Mais c'est mon frère, tu vois. C'est vraiment... On a une relation assez fluide, tu vois. Ouais. Il a grandi à Blois. Et c'est le premier mec qui a mis la lumière sur la ville, tu vois. C'est le premier mec, il est parti de Blois, il est parti à Paris. Et il a toujours représenté la ville. C'est dire big respect à lui. C'est un brave type, un chic type. Que de l'amour, c'est vraiment mon frère, tu vois. Big up à lui, hein. Voilà, de fou. Grosse force. Bon, avant la fin de cette interview, avant de conclure, je t'ai envoyé 2 photos sur WhatsApp. Je t'ai envoyé une photo de Jul, une photo de SCH. On veut que tu nous fasses la spéciale. Un petit descriptif en 2-2 là. Vas-y frérot, avec plaisir. Hein. Bon, on va commencer par Jul. Hein. Yes bébé. Alors, ça marche totalement avec mon bon vieux Jul, mon pote. Le roi de la Zumba. Aujourd'hui, on va décrypter son outfit du jour dans l'un de ses premiers clips qu'il a rendu célèbre. Il a enquillé une chemise bien fleurie, bien mec du sud, avec un short en jean régulier, mon pote. Il s'arrête au niveau des genoux, bien sexy, mon pote, bien serré, hein, avec des mollets bien galbés, hein, on dirait un joueur de rugby. Avec une paire de mocassins classiques, avec une teinture blonde platine, mon bon vieux Joule. Après, on va passer avec qui? SCH, on a dit? SCH, on a dit. SCH. Yes, bébé. Alors, ça marche totalement avec mon bon vieux SCH. Rappeur marseillais du 13, mon pote, Marafak. Aujourd'hui, on va décrypter son outfit du jour. Il a enquillé un manteau en fourrure. Ce genre de manteau qui retourne le cerveau à Brigitte Bardot, mon pote. Ce genre de manteau qui rend dingue les animalistes. Avec une paire de bretelles chacal. Avec un fut bien serré, hauteur nombril, mon pote. Avec une grosse paire de godasses bien blanches, lacets bien serrés. Thème à la coupe du charognard, on dirait un surfeur d'Australie, mon pote. Ça fume. Bien tatoué, bien rocker. Totalement dans le truc avec la croix de Jésus. Il est dans le truc, Marafak. Non, c'est carré. Ouais, je trouve que t'as de l'inspire. Ouais, frérot, tu connais, on est habitué, gros. Là, il nous a sorti les rêves, Brigitte Bardot, animaliste, tout. Obligé, frère. Faut toujours, quand c'est un truc, faut qu'il y ait une rêve. Toujours. Non, c'est carré. En tout cas, c'est carré, frère. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger. Moi aussi, énormément. Parler avec toi, voilà. J'espère que tu as passé un bon moment. Énormément, voilà, fort. Si on devait te souhaiter quelque chose là pour la suite, ce serait quoi? Ah, la santé, frérot. La santé. Parce que sans la santé, tu fais rien. C'est-à-dire la santé, le reste, on va se battre. Tu vois. Santé, c'est le principal, je suis tellement d'accord. Bah, frérot, on te souhaite la santé. Et une petite, pour la dernière, pour toi, c'est quoi un banlieusard nouveau?
Un banlieusard nouveau, c'est un mec qui a grandi dans un quartier populaire et qui essaie de s'en sortir avec tous les moyens légaux qu'il a en face de lui. C'est ça un banlieusard nouveau. Bah écoute, merci pour ta définition du banlieusard nouveau. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait autre chose peut-être que tu voulais dire? Bah, je voulais déjà vous remercier d'être venu jusqu'à moi parce que vous venez de Paname, vous avez fait 2 heures de route. C'est gratifiant, sincèrement, ça me fait plaisir. Et force à vous, courage, vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Pour nous, par nous, réveiller les consciences, avertir, prévenir la jeunesse, c'est important, frérot. Voilà, que Dieu vous facilite dans vos projets. Amen, mon frérot, merci beaucoup. C'est comme ça. Merci à toi. Bien vu.